L'horloge du micro-ondes clignotait 23h47 quand j'ai commencé à m'inquiéter. Les réunions du club de lecture de Sarah se terminaient habituellement à 21h10 au plus tard. Je l'avais déjà appelée 2 fois, et les 2 fois, j'étais tombé directement sur sa messagerie vocale. Les pâtes que j'avais préparées pour le dîner reposaient, froides et figées, dans la casserole. Un triste rappel de la soirée romantique que j'avais planifiée. Nous étions mariés depuis 6 ans. 6 ans de ce que je croyais être une relation solide et honnête, bâtie sur la confiance et la communication. Sarah était directrice marketing dans une start-up technologique en pleine croissance, et son travail exigeait de longues heures. Je comprenais cela. Je l'avais toujours soutenue, même quand cela signifiait dîner seul ou annuler nos projets du week-end à cause de ses urgences professionnelles. Mais ce soir-là, c'était différent. Quelque chose au fond de mes entrailles se tordit, une angoisse inconnue. J'ai essayé de me distraire avec la télévision, mais rien ne retenait mon attention. Mes yeux revenaient sans cesse sur mon téléphone, priant pour qu'il s'illumine avec son nom. À minuit, j'ai appelé sa meilleure amie, Jessica, qui était censée organiser ses rencontres du club de lecture. « Salut, Jessica. Désolé de t'appeler si tard. Est-ce que Sarah est encore là ?» Il y eut une pause. Une pause bien trop longue. « Sarah ? » Non. Elle est partie vers 20h30. Elle a dit qu'elle rentrait directement à la maison. Tout va bien ? Mon cœur a sombré dans mon estomac. Oui. Oui. Elle s'est probablement arrêtée au magasin ou quelque chose comme ça. Merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'ouvrais notre application bancaire commune. Aucune transaction récente. J'ai vérifié notre partage de localisation sur l'application « Localiser », quelque chose que nous avions configuré il y a des années pour la sécurité, mais son téléphone apparaissait comme étant hors ligne. Les heures s'écoulaient avec une lenteur atroce. Je faisais les 100 pas dans notre salon, traçant un chemin dans le tapis entre le canapé et la fenêtre. Chaque lueur de phare qui passait faisait s'emballer mon pouls, pour ensuite le voir retomber lourdement lorsque la voiture continuait sa route devant notre maison. À 2h14 du matin, mon téléphone a enfin vibré. Un texto de Sarah. « Ne t'inquiète pas, je reste chez des amis. J'ai bu un peu trop de vin. Je ne voulais pas conduire. On se voit demain. Je t'aime. » Le soulagement aurait dû m'envahir. Au lieu de cela, de l'eau glacée a coulé dans mes veines. Quelque chose n'allait pas. Sarah n'appelait jamais nos amis de cette manière si générique. Elle utilisait toujours des noms. Je reste chez Jessica, ou je dors chez ma mère, jamais juste des amis. Et le message lui-même semblait étrange, trop formel, trop distant. Le « je t'aime » à la fin semblait être une pensée après coup. Une case cochée pour maintenir une apparence de normalité. J'ai fixé le message pendant un long moment, le relisant encore et encore, essayant de me convaincre que j'étais paranoïaque. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Quelque chose que, à la lumière du jour, j'aurais qualifié de violation de la vie privée et de trahison de la confiance. J'ai ouvert les métadonnées de la dernière photo qu'elle m'avait envoyée plus tôt dans la journée, un selfie pris au déjeuner. Je ne l'avais jamais effacé. Grâce à une application que j'utilisais pour mon travail de photographie, j'ai vérifié si son texto contenait des données de localisation. Les téléphones modernes supprimaient souvent cette information, mais parfois, les sauvegardes automatiques la préservaient. Mon sang s'est glacé quand je l'ai vu. Le texto n'avait pas été envoyé du quartier résidentiel de Jessica. Il ne venait d'aucune des maisons de ses amis. Les données de la sauvegarde montraient qu'il avait été envoyé depuis l'hôtel Grandview au centre-ville, un hôtel boutique haut de gamme connu pour sa discrétion et ses suites de luxe. J'étais assis dans l'obscurité de notre salon, le téléphone tremblant entre mes mains. Ma femme n'était pas avec des amis. Elle était dans un hôtel à 2h du matin. M'envoyant des mensonges rassurants pendant qu'elle était Dieu sait où. À faire Dieu sait quoi. L'homme que j'étais une heure plus tôt l'aurait immédiatement appelé, aurait conduit jusqu'à cet hôtel pour exiger des réponses. Aurait laissé l'émotion prendre le dessus sur tout le reste. Mais quelque chose a changé en moi à cet instant. Une clarté froide et calculatrice s'est installée par-dessus mon choc et ma douleur. Si Sarah faisait ce que je soupçonnais, alors il me fallait des preuves. Je devais connaître toute la vérité avant de faire quoi que ce soit.
La confronter maintenant ne ferait que lui donner le temps de forger des mensonges pour couvrir ses traces. Alors, au lieu d'appeler, au lieu de conduire jusqu'à l'hôtel Grandview, je suis resté assis dans le noir et j'ai commencé à planifier. Si ma femme me trahissait, elle était sur le point d'apprendre que je n'étais pas l'imbécile passif et confiant qu'elle semblait croire que j'étais. La vengeance ne serait pas brûlante et immédiate. Elle serait froide, calculée et absolument dévastatrice. Le soleil se leva sur ce qui aurait dû être un samedi de panique et de confrontation. Au lieu de cela, j'étais calme, étrangement calme. J'avais passé les dernières heures sombres de la nuit à faire des recherches, à planifier et à jeter les bases de ce qui allait suivre. Sarah est rentrée à 9h37. Parfaitement apprêtée, à l'exception d'un mascara légèrement bavé. Elle portait son sac à main et la même tenue que la veille. La robe bleu marine qu'elle avait dit être pour avoir l'air professionnel au club de lecture. « Salut chérie », dit-elle en entrant d'un pas léger dans la cuisine où j'étais assis avec mon café. Elle m'embrassa sur le front comme si de rien n'était. Désolé pour hier soir. On s'est un peu emporté avec le vin et Jessica a insisté pour que je reste. Mon téléphone était mort et je n'avais pas mon chargeur. Chaque mot était un mensonge débité avec une aisance bien rodée. Je me suis demandé combien de fois elle avait fait ça auparavant. Pas de problème, dis-je, la voix stable. Je suis juste content que tu sois en sécurité. J'étais inquiet quand tu n'es pas rentré. Elle sourit, soulagée. Tu es si gentil. Je vais sauter sous la douche. On pourrait peut-être aller bruncher. Ça a l'air parfait. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai agi rapidement. Son sac à main était posé sur le comptoir. À l'intérieur, son téléphone affichait 47% de batterie, pas mort du tout. J'ai sorti mon ordinateur portable et y ai connecté son téléphone à l'aide d'un câble que j'avais acheté spécifiquement à cette fin lors de mes recherches matinales. J'avais passé 3 heures à me renseigner sur la récupération de données et la mise en miroir de téléphone. Il existait des logiciels légaux conçus pour les parents surveillant leurs enfants ou pour sauvegarder les données d'un téléphone. En quelques minutes, j'avais installé un logiciel de surveillance qui synchroniserait ses messages, ses données de localisation, et me donnerait même accès à ses photos et à ses appels, le tout sans qu'elle le sache. C'était une violation. C'en était une, mais sa trahison aussi. Pendant que son téléphone se synchronisait, j'ai photographié la carte clé de l'hôtel que j'avais trouvé nichée dans le compartiment caché de son portefeuille, chambre 847 à l'hôtel Grandview. J'ai aussi trouvé un reçu de la nuit dernière. 2 coupes de champagne et une commande au service d'étage. Une côte de bœuf pour 2. Facturée à la chambre, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait payé. L'eau s'est arrêtée. J'ai rapidement tout remis en place et je suis retourné à la table de la cuisine avec mon café. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage était neutre. Le brunch fut une torture. Nous sommes allés à notre café préféré, celui où je l'avais demandé en mariage 4 ans plus tôt. Elle a parlé de son club de lecture et du roman qu'elles avaient lu sur une femme qui se réinventait. L'ironie ne m'a pas échappé. On devrait prévoir un voyage, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Peut-être cette station balnéaire dont on a parlé. J'ai été tellement stressé par le travail. On a besoin de passer du temps de qualité ensemble. J'ai serré sa main et j'ai souri. Ça a l'air génial. Faisons-le. À l'intérieur, je hurlais. Comment pouvait-elle être assise là, me tenant la main, planifiant notre avenir tout en menant je ne sais quoi d'autre? Au cours des 3 jours suivants, je me suis plié à une routine soigneusement construite. J'allais travailler au cabinet d'architecte comme d'habitude, rentrais à la maison, préparais le dîner, regardais la télé avec Sarah, lui faisais l'amour le mardi soir, tout en sachant ce que je savais. Et chaque soir, après qu'elle se soit endormie, je m'asseyais dans mon bureau à la maison et regardais les données affluer. Le logiciel de surveillance était une révélation. Je regardais ses conversations par texto en temps réel. Il y avait un contact enregistré sous le nom de « Marcus Client », mais les messages étaient tout sauf professionnels. J'ai hâte de te voir jeudi. Même endroit. Mon Dieu, hier c'était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Il ne se doute de rien. On est prudent. Chaque message était un poignard. Marcus. Son nom était Marcus. J'ai fait une recherche d'image inversée sur sa photo de profil à partir d'une photo partagée que j'ai trouvée. Marcus Brennan, vice-président senior dans une société de capital risque, marié,
2 enfants, une vie parfaite documentée sur les réseaux sociaux, tout comme la nôtre. Mais la preuve la plus accablante venait de son historique de localisation, chaque mardi et jeudi des 3 derniers mois. Son téléphone avait borné à l'hôtel Grandview entre 19h et minuit. Les mêmes soirs où elle prétendait avoir des réunions tardives ou des dîners de clients. 3 mois. Cela durait depuis 3 mois. J'ai créé des dossiers sur un disque dur crypté. Des captures d'écran de chaque message. Des photos des reçus d'hôtels que j'avais trouvés et photographiés. Des données GPS montrant ses schémas de localisation. Des journaux d'appel révélant des conversations téléphoniques d'1 heure avec Marcus pendant ses pauses déjeuner. J'ai même découvert leur système. Marcus réservait la chambre sous le compte de son entreprise. Il se retrouvait après le travail. Elle désactivait son partage de localisation, prétextant que son téléphone avait des problèmes. Ils passaient des heures ensemble. Puis elle rentrait à la maison, prenait une douche et se glissait dans le lit comme si de rien n'était. Le jeudi soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un dossier complet sur sa liaison, avec date, heure, message et preuves photographiques. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore, car l'anniversaire de Sarah était le samedi suivant. Elle préparait un dîner depuis des semaines, invitant tous ses amis, ses parents, sa sœur. Elle avait réservé un salon privé dans un restaurant chic du centre-ville. Elle voulait célébrer ses 32 ans avec style, et j'allais m'assurer que ce serait un anniversaire qu'elle n'oublierait jamais. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre, mais c'était le jour que j'avais réservé pour le règlement de compte financier. Alors que Sarah me croyait être un architecte talentueux mais passif qui la laissait gérer la plupart de nos décisions financières, elle avait oublié un détail crucial. C'est moi qui avais ouvert tous nos comptes 6 ans plus tôt. J'ai pris un jour de congé et je me suis rendu à notre banque. Au fil des ans, Sarah et moi avions constitué un joli pécule. Notre compte d'épargne commun contenait 87 000 $, de l'argent provenant de primes, de cadeaux et d'économies prudentes. Notre portefeuille d'investissement avait 120 000 $ supplémentaires. La maison était à nos 2 noms, avec une valeur nette significative. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant en examinant nos relevés. Sarah avait ouvert une carte de crédit dont j'ignorais l'existence il y a 6 mois. Les relevés étaient envoyés à son adresse email professionnelle. J'en ai demandé des copies. Les dépenses racontaient leur propre histoire. De la lingerie de boutique où je ne l'avais jamais vu faire du shopping. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Un week-end dans une chambre d'hôte dans la région viticole pendant un week-end où elle m'avait dit qu'elle était à une retraite de travail obligatoire. Elle avait dépensé plus de 15 000 $ pour sa liaison. Pensant que je ne le remarquerais jamais parce qu'elle utilisait une carte séparée. Le bureau de mon avocat fut ma prochaine étape. J'avais appelé à l'avance et expliqué que je devais explorer mes options. Richard Morrison s'était occupé de la clôture de notre maison et avait toujours été quelqu'un en qui j'avais confiance. Michael, je dois vous demander, êtes-vous absolument certain de tout ça, dit Richard après que j'eus tout exposé. Une thérapie de couple pourrait. Elle me trompe depuis au moins 3 mois, probablement plus longtemps, les jeux interrompus. J'ai des preuves documentées d'une liaison en cours. La thérapie ne m'intéresse pas. Je veux me protéger. Richard hocha lentement la tête. Très bien, alors. Voici ce que vous devez savoir. Pendant l'heure qui suivit, il m'a expliqué le droit du divorce au Texas, un état de communauté de biens. Tout ce qui avait été acquis pendant le mariage serait partagé à 50-50e, à moins que nous ne puissions prouver une dissipation d'actifs. Les dépenses de la carte de crédit, expliqua-t-il, pourraient être considérées comme une dissipation, l'utilisation de fonds matrimoniaux pour une liaison extra-conjugale. Si vous pouvez prouver qu'elle a dépensé l'argent du mariage pour sa liaison, vous pourriez avoir droit à une plus grande part des actifs, expliqua Richard. Mais Michael, êtes-vous sûr de vouloir déclencher l'arme nucléaire ? Ce genre de choses peut devenir très laid. J'ai pensé à la main de Sarah dans la mienne au brunch. À ses mensonges débités avec des sourires. 3 mois de trahison alors que j'avais été fidèle et confiant. C'est elle qui a déclenché l'arme nucléaire en premier, dis-je doucement. Je ne fais que répondre de manière proportionnée. Le vendredi soir, j'avais tout mis en place. Mon argent était protégé. J'avais documenté les dépenses de la carte de crédit et les avais liées à sa liaison, des reçus de l'hôtel Grandview, des additions de restaurants à des dates correspondant à ses données de localisation à l'immeuble de Marcus, des achats de lingerie faits la veille de ses visites à l'hôtel.
J'avais aussi fait autre chose. J'avais engagé un enquêteur privé. Jenkins & Associates était hautement recommandé pour sa discrétion et sa rigueur. Pour $2500, ils avaient passé les 3 derniers jours à suivre Sarah et Marcus, documentant tout avec des photos et des vidéos. Le détective, un ancien flic nommé Ray Jenkins, m'a envoyé les fichiers le vendredi soir. Les photos étaient accablantes. Sarah et Marcus se rencontrant dans le hall de l'hôtel, sa main sur le bas de son dos. Les deux s'embrassant dans l'ascenseur, entrant ensemble dans la chambre 847. Marcus partant seul à 23 heures. Sarah partant 30 minutes plus tard, rajustant ses vêtements. Mais la vidéo était pire. Ray avait utilisé un microphone parabolique dans le bar de l'hôtel où il s'était retrouvé avant de monter. L'audio était d'une clarté cristalline. « Quand est-ce que tu vas le lui dire ?» demandait Marcus. Le rire de Sarah était amer. « Le dire à Michael ? S'il te plaît. Il est confortable. Pourquoi est-ce que je ferais exploser ma vie alors que je peux avoir les deux ? Il est stable, fiable, ennuyeux, répondit Marcus. J'allais dire sûr. Tu es l'excitation. Il est la sécurité. Je ne renonce à aucun des deux. J'ai regardé cette vidéo 3 fois, chaque visionnage m'engourdissant un peu plus. Ce n'était pas juste une liaison. Elle avait calculé cela, décidé que je valais la peine d'être gardé pour la stabilité pendant qu'elle cherchait des frissons ailleurs. Ce soir-là, Sarah est rentrée d'une autre réunion tardive et m'a trouvé sur le canapé en train de regarder un film. « Salut chérie, demain c'est le grand jour. » Elle était radieuse, excitée. Je n'arrive pas à croire que tout le monde vient à ma fête. Ça va être parfait. Ce sera certainement mémorable, ai-je convenu. Elle m'a embrassé sur la joue. Je vais me coucher, grosse journée demain. Je t'aime. Je t'aime aussi, dis-je automatiquement. Après qu'elle soit montée, j'ai ouvert mon ordinateur une dernière fois. J'avais travaillé sur un projet spécial toute la semaine. Un diaporama. Je l'ai intitulé « Les nuits où tu disais que tu travaillais ». C'était une chronologie visuelle complète de la liaison de Sarah, avec des captures d'écran de textos, des photos du détective, des cartes de données de localisation et même des extraits de cet audio dévastateur. Demain, pendant son dîner d'anniversaire, devant ses parents, sa sœur, ses amis, toutes les personnes à qui elle avait menti pendant des mois. Ils allaient voir exactement qui était vraiment Sarah. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Enregistrer ». C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais fait ça, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Notre mariage serait terminé. Notre vie commune imploserait. Mais alors, je me suis souvenu de ces mots. Il est stable, fiable, ennuyeux. Il est la sécurité. J'ai enregistré le fichier et j'ai commencé à le télécharger sur une clé USB. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'étais sur le point de la servir à la température parfaite. Le samedi est arrivé avec une normalité trompeuse. Sarah était radieuse d'excitation, virevoltant dans la maison en peignoir, parlant au téléphone avec le restaurant pour confirmer la réservation tout en envoyant des textos à ses invités. 23 personnes confirmées, annonça-t-elle en m'embrassant alors que je préparais le petit déjeuner. Ça va être génial. Merci d'être si compréhensif, chérie. Tout pour toi, dis-je, et je le pensais d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle a disparu dans la chambre pour commencer le long processus de préparation qui durerait des heures. J'entendais le sèche-cheveux, je sentais son parfum coûteux, je l'écoutais chanter sur de la musique. Elle n'avait aucune idée que dans quelques heures, ce bonheur volerait en éclats. J'ai passé la matinée à faire les derniers préparatifs. J'avais appelé le restaurant la veille, parlant avec le directeur, Daniel, que j'avais généreusement payé pour sa coopération. Donc, vous voulez faire un diaporama pendant le dîner, a-t-il confirmé. C'est assez courant pour les anniversaires, en fait. Nous avons un système de projection dans le salon privé. Parfait. Je l'apporterai sur une clé USB. Peut-on l'installer avant l'arrivée des invités ? Absolument. On s'en occupe. J'ai aussi passé un autre appel, à la femme de Marcus Brennan, Olivia. Ça avait été la décision la plus difficile, mais finalement, j'ai décidé qu'elle méritait de savoir. Sa vie aussi était bâtie sur des mensonges. Madame Brennan, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations sur votre mari que vous devez voir.
pourrions-nous nous rencontrer pour un café ce matin? Il y eut de la résistance au début, de la méfiance, mais quelque chose dans ma voix a dû la convaincre car 90 minutes plus tard, j'étais assis en face d'Olivia Brennan dans un Starbucks à 20 minutes de chez moi. Elle était belle, blonde, soignée, probablement autour de la quarantaine. Elle me regardait avec un mélange d'inquiétude et de lassitude. Je vais être direct, dis-je en faisant glisser une enveloppe sur la table. Votre mari a une liaison avec ma femme. Cela dure depuis au moins 3 mois. Cette enveloppe contient des preuves. Son visage est devenu blanc. Quoi? Non. Marcus ne ferait pas ça. S'il vous plaît, regardez les preuves avant de rejeter cela. Avec des mains tremblantes, elle a ouvert l'enveloppe. J'avais inclus des captures d'écran imprimées des messages, des photos du détective, des copies des reçus d'hôtel. J'ai regardé son visage se décomposer à mesure qu'elle examinait chaque pièce, la réalité écrasant son déni initial. Je suis vraiment désolé, dis-je doucement. J'ai hésité à vous le dire, mais je pensais que vous méritiez de savoir. Ma femme organise une fête d'anniversaire ce soir au restaurant Caruso S à 19h. Dans le salon privé. Je prévois de révéler la liaison là-bas. Je voulais que vous soyez au courant au cas où. Au cas où vous voudriez faire quelque chose avec cette information. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage, mais il y avait de l'acier dans son regard maintenant. À quelle heure avez-vous dit? 19h, Caruso S, au centre-ville. Elle a hoché la tête lentement, replaçant soigneusement les photos dans l'enveloppe. Merci de me l'avoir dit. Je dois réfléchir à ce que je vais faire. Nous nous sommes séparés. 2 étrangers unis par la trahison. À 18h, j'étais habillé de mon plus beau costume, la clé USB dans ma poche. Sarah était magnifique dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Nous sommes arrivés chez Caruso S à 18h30 pour accueillir les invités à leur arrivée. Le salon privé était magnifique, murs de briques apparentes, éclairage tamisé, une table élégante dressée pour 23 personnes, et au fond, un écran de projection et un système de sonorisation pour la vidéo hommage spéciale dont j'avais parlé au restaurant. Daniel, le directeur, a croisé mon regard et a hoché la tête. Tout était prêt. Les invités ont commencé à arriver. Les parents de Sarah, l'air fiers. Sa sœur Jessica avec son mari. Des amis du travail. Sa colocataire d'université qui avait pris l'avion depuis Seattle. Tout le monde souriait, riait, serrait Sarah dans ses bras en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Je jouais le mari parfait, serrant des mains, acceptant les compliments sur le couple merveilleux que Sarah et moi formions. À l'intérieur, mon cœur battait comme un tambour de guerre. À 19h15, tout le monde était assis. Les boissons avaient été commandées. L'ambiance était festive, chaleureuse. Sarah rayonnait en bout de table, sa mère d'un côté, sa meilleure amie de l'autre. C'est à ce moment-là que la porte du salon privé s'est ouverte une dernière fois. Olivia Brennan est entrée, et pas seule. Marcus était avec elle, ou plutôt, elle le traînait par le bras, son visage un masque de fureur froide. Le silence s'est fait dans la pièce alors que les têtes se tournaient vers les invités inattendus. Je suis désolé d'interrompre, dit Olivia, sa voix tremblante mais claire. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde ici a besoin de savoir. Le visage de Sarah est devenu blême. Elle a regardé Marcus, puis moi. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Michael, elle a commencé à se lever. Assieds-toi, Sarah, dis-je doucement. Tout le monde, s'il vous plaît. Je sais que c'est inattendu, mais il y a quelque chose que je dois partager. J'allais attendre après le dîner, mais puisque nous avons des invités surprises, faisons-le maintenant. Je me suis dirigé vers l'avant de la pièce et j'ai fait un signe de tête à Daniel. Les lumières ont légèrement baissé. L'écran de projection s'est animé. J'ai fait un hommage vidéo pour l'anniversaire de Sarah, ai-je annoncé à la salle. Il s'appelle Les nuits où tu disais que tu travaillais. J'ai appuyé sur « Play ». Le diaporama a commencé avec une photo de mariage de Sarah et moi, heureux et amoureux. Puis l'écran a changé pour une capture d'écran d'un texto datant de 3 mois. Hâte de te voir ce soir. L'endroit habituel. Des halètements ont parcouru la pièce. La mère de Sarah a émis un petit son de détresse. Le diaporama a continué, méthodique et dévastateur.
Des captures d'écran de messages de plus en plus explicites entre Sarah et Marcus. Des photos du détective les montrant entrant ensemble à l'hôtel. Des cartes de données de localisation montrant le téléphone de Sarah à l'hôtel Grandview chaque mardi et jeudi. Des relevés de cartes de crédit soulignant des dépenses pour de la lingerie, des hôtels, des dîners romantiques. Puis est venu l'audio. La voix de Sarah a rempli la pièce. Claire comme du cristal. Le dire à Michael? S'il te plaît. Il est confortable. Pourquoi est-ce que je ferais exploser ma vie alors que je peux avoir les deux? La voix de Marcus. Il est stable, fiable. La voix de Sarah. Ennuyeux. J'allais dire sûr. Tu es l'excitation. Il est la sécurité. Je ne renonce à aucun des deux. La diapositive finale était simple. Joyeux anniversaire, Sarah. Je veux le divorce. Le silence qui a suivi était assourdissant. 23 personnes étaient assises, figées, leurs visages affichant diverses nuances de choc, d'horreur et de pitié. Sarah était maintenant debout, les larmes coulant sur son visage, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot n'en sorte. Son père fut le premier à parler, sa voix lourde de déception. « Sarah, comment as-tu pu ? » ?»« Papa, je... » »« Ce n'est pas. » »« Il déforme les choses, dit-elle en me montrant du doigt, désespérée. »« Michael, s'il te plaît, on peut en parler en privé. » »« Nous avons dépassé le stade des conversations privées, dis-je calmement. Tu as eu 3 mois pour me parler. 3 mois pour me dire la vérité. Au lieu de ça, tu as menti chaque jour en dépensant notre argent dans des chambres d'hôtel et en me traitant d'ennuyeux auprès de ton amant. Marcus avait essayé de partir, mais Olivia lui barrait le chemin. « Oh non », dit-elle d'une voix forte. Tu vas rester et regarder ça. Tu vas voir ce que tu as détruit. Olivia, laisse-moi t'expliquer, commença Marcus. Expliquer? Le rire d'Olivia était assez aigu pour couper du verre. Expliquer comment tu me disais que tu étais à des conférences d'affaires pendant que tu couchais avec elle? Expliquer comment tu as utilisé l'argent de notre famille pour louer des chambres d'hôtel? S'il te plaît, Marcus, je meurs d'envie d'entendre cette explication. La sœur de Sarah, Jessica, se leva, le visage rouge de colère. Sarah, je t'ai couverte. Tu m'as dit que tu étais au club de lecture chez moi, et je t'ai cru. J'ai menti à Michael quand il a appelé ce soir-là. Comment as-tu pu m'impliquer là-dedans? Jess, s'il te plaît. Non. La voix de Jessica se brisa. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai menti pour toi. Sais-tu ce que ça me fait ressentir? La mère de Sarah pleurait en silence. Sa colocataire d'université avait déjà rassemblé ses affaires et était partie. D'autres sortaient leur téléphone, probablement en train de texter des amis sur l'implosion dramatique dont ils étaient témoins. L'une des collègues de Sarah, une femme nommée Bethany, se leva et s'adressa à la salle. Je veux juste dire que nous savions tous que quelque chose se passait entre Sarah et Marcus au bureau. Nous le soupçonnions mais n'avions pas de preuves. Maintenant, j'aurais aimé avoir dit quelque chose. Elle me regarda. Je suis désolé, Michael. Ce n'est pas votre faute, dis-je. Le directeur du restaurant, sentant que la situation se détériorait, s'avança. Peut-être serait-il préférable que tout le monde prenne un moment. Non, l'interrompis-je doucement. En fait, je pense que j'ai fini ici. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai regardé Sarah, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai ressenti que du vide là où il y avait autrefois de l'amour. Mon avocat vous contactera lundi matin. Ne reviens pas à la maison. Tes affaires seront emballées et mises en garde-meuble. Les serrures sont changées ce soir. Michael, s'il te plaît. Sarah sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. J'ai fait une erreur. Je t'aime. On peut arranger ça. Tu ne m'aimes pas, dis-je tranquillement. Tu aimes avoir la sécurité pendant que tu t'amuses, mais je ne suis pas une couverture de sécurité. Je suis une personne et je mérite mieux que ça. Je me suis dirigé vers la porte. Le père de Sarah a attrapé mon bras alors que je passais. Je suis désolé, mon fils, dit-il, les yeux humides. Tu méritais mieux que ce que ma fille a fait. Merci, monsieur. Olivia Brennan s'est approchée de moi alors que j'atteignais la sortie. Merci de me l'avoir dit. Je demande le divorce aussi.
Et je vais m'assurer que tout le monde à la boîte de Marcus sache exactement pourquoi. J'ai hoché la tête. Bonne chance. Je suis sorti du restaurant Caruso S et dans l'air frais du soir. Derrière moi, je pouvais entendre des cris, des pleurs, le chaos. Mais j'ai continué à marcher, suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de l'épave de mon mariage. 3 mois plus tard, le divorce a été prononcé un mardi. Sarah s'est battue au début, puis a essayé de négocier pour plus d'argent, avant d'accepter finalement l'inévitable. Les dépenses de carte de crédit que j'avais documentées comme dissipation d'actifs m'ont permis d'obtenir une plus grande part de nos économies. La maison a été vendue et nous avons partagé les bénéfices. Sarah a perdu son emploi à la start-up technologique, pas officiellement à cause de la liaison avec Marcus, mais parce que le drame a rendu sa position intenable. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans un autre état pour recommencer à zéro. Le divorce de Marcus et Olivia a été plus chaotique. Elle a obtenu la garde principale de leurs enfants et la plupart de leurs biens. Marcus a été rétrogradé dans son entreprise après que sa liaison soit devenue publique. Il s'est avéré que coucher avec les employés des clients en utilisant les ressources de l'entreprise n'était pas excellent pour sa carrière. Quant à moi, j'ai emménagé dans un loft du centre-ville avec des briques apparentes et d'immenses fenêtres. Je me suis jeté dans le travail et j'ai été promu architecte senior. J'ai commencé à faire du sport, je me suis mis à la photographie comme passe-temps, et j'ai même recommencé à sortir, bien que j'y aille doucement. Les gens m'ont demandé si je regrettais la nature publique de ma vengeance, si j'aurais souhaité gérer les choses différemment. La vérité, c'est que certains soirs, je me suis demandé si j'avais été trop dur, si j'avais laissé la colère me pousser à la cruauté. Mais ensuite, je me souvenais d'être assis dans notre salon sombre à 2 heures du matin, lisant son mensonge sur le fait de rester chez des amis alors qu'elle était dans un hôtel avec un autre homme. Je me souvenais de l'audio où elle me traitait d'ennuyeux, discutant de moi comme si j'étais un appareil pratique plutôt que son mari. Et je me souvenais de quelque chose que mon père m'avait dit un jour. Le respect de soi, ce n'est pas être gentil. C'est connaître sa valeur et refuser d'accepter moins. Je n'ai pas détruit la vie de Sarah par vengeance. J'ai simplement refusé d'accepter d'être traité comme une option confortable pendant qu'elle explorait d'autres opportunités. J'ai refusé d'être le choix sûr pour quelqu'un qui ne me valorisait pas. Le diaporama à sa fête d'anniversaire n'était pas une question d'humiliation. C'était une question de vérité. Elle avait bâti une vie sur des mensonges et j'avais simplement allumé la lumière. Est-ce que ça a fait mal? Mon Dieu, oui. Certains jours, la femme que je pensais avoir épousée me manquait encore, même si je savais maintenant qu'elle n'avait jamais vraiment existé. Mais j'ai aussi appris quelque chose de précieux. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir avec votre dignité intacte. Parfois, la vengeance n'est pas une question de punition. C'est refuser d'être diminué. Le jour où notre divorce a été finalisé, j'ai reçu un texto de Sarah. Juste 2 mots. Je suis désolé. Je l'ai lu, n'ai rien ressenti, et l'ai effacé sans répondre. Parce que certaines excuses arrivent trop tard. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre sans la personne qui vous a pris pour acquis. J'ai regardé les lumières de la ville depuis les fenêtres de mon loft, je me suis versé un verre de whisky et j'ai porté un toast à de nouveaux départs. Le passé était derrière moi, et pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait prometteur.